Tu vas retirer ton casque et me dire comment tu te nommes. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Commandant en chef des armées du Nord. Général des Légions Félix. Fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle. Père d'un fils assassiné. Époux d'une femme assassinée. Et j'aurai ma vengeance. Dans cette vie ou dans l'autre. Ah, la vengeance. Un des sujets de péripéties les plus courants, passant de la littérature, comme Hamlet, à des films comme V pour Vendetta. Le jeu vidéo n'aura donc pas dérogé à cette règle, allant de Dishonored jusqu'à Assassin's Creed, en passant par God of War et même Call of Duty. The Last of Us Part 2, sorti en juin 2020, nous offre une histoire qui, dès les trailers, nous montre le chemin sanglant que va prendre l'histoire. Les plans sont tournés, la violence est visible, les trailers sont formels et annoncent la couleur. Si le premier opus se basera sur Joel et sa survie dans un monde post-apocalyptique, celui-ci se passera avec Ellie, qui cherchera à traquer puis tuer un bon nombre de personnes pour se venger de quelque chose de terrible. La magie du montage fait son office et nous laisse présumer que la jeune Ellie cherchera à venger la mort supposée d'une femme qui semble être, au niveau des images, une amie, voire une amante. Contre toute attente cependant, le jeu nous révélera la raison de la vengeance qui tombera non pas sur cette femme, mais sur Joel, personnage tant apprécié des joueurs. La scène d'effroi sera de voir le personnage du premier opus battu sauvagement par Abby, que les joueurs auront incarné peu de temps avant et que Joel aura ironiquement sauvé d'une mort certaine. Ces derniers expliqueront alors qu'ils sont ici pour venger de nombreux morts que Joel aura causés à la fin du premier jeu. Au moment où tout le monde ne rêve que d'un sauvetage surprise, le coup final arrive, et devant des millions de joueurs, la mort brutale de son ancien protagoniste frappe en plein cœur. Après la mort de ce dernier, le son ne viendra qu'un simple bourdonnement, ne laissant plus qu'une voix résonner. Celle de Ellie qui jurera de se venger à son tour. Criant d'humanité et de réalisme, les joueurs ayant vécu la scène et le choc se sentiront prêts eux aussi. Voici venu le temps de la vengeance, et ceux qui seront sur la route seront noyés par le torrent de notre peine. Ainsi commença le cycle de la haine. Mais, et si malgré tout, la haine n'était pas le seul point important développé dans cet opus? Et si l'histoire de haine cachait peut-être quelque chose de plus profond? Commençons d'abord par expliquer le développement de cette haine. Pour les joueurs, ainsi que pour Ellie, la haine commencera à la mort de Joel. Tout sera mis en place pour faire monter cette haine envers Abby, notamment le fait d'incarner peu de temps avant Abby, donnant l'impression d'être responsable de sa mort. Le joueur accompagnera donc Ellie dans sa quête de vengeance rédemptrice, traquant Abby et ses amis, un par un, ne leur laissant aucune chance de survie et allant toujours plus loin dans la violence. Mais la vengeance vient de plus loin en vérité. Comme dit plus tôt, Abby est ici pour venger la mort de son père, tué sauvagement par Joel lors de la fin du dernier opus. Mais une fois dans son camp, un dialogue attire notre attention. Vous vous souvenez quand on pouvait passer par là sans se faire attaquer par les scars? Tu regrettes l'époque de la trêve? C'était la belle vie, hein? Un peu trop belle. On leur a fait confiance. Et ils ont pendu toute une escouade. S'ils l'ont fait, c'est parce qu'on a flingué ces gosses. Peut-être bien, mais ces gosses ont attaqué nos gars. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? J'en sais rien. Pas les criblés de balles, en tout cas. Ouais, bah pour moi, nos gars passent avant tout. Manny, c'est juste des gosses. C'est pas leur faute. C'est pas la nôtre non plus. Tous ces morts, c'est à cause d'eux. Si tu le dis. Ce dialogue montre bien que le problème de ces vengeances, c'est qu'elles se basent surtout sur un point de vue. Celui de qui est allé trop loin en premier. Cherchant toujours une excuse pour s'auto-persuader et se justifier de tout ce qui a été fait. Et les scénaristes l'ont bien prévu. Car le parallèle est frappant.
Les deux filles ont perdu leur père et cherchent toutes les deux à se venger. Pourtant, le fait d'avoir joué Joël semble suffire au joueur pour donner raison à Ellie plutôt qu'à Abby. La haine et la tristesse envahissent donc le joueur qui ira loin, très loin, parfois même sans remords, comparé à Ellie qui, elle, se remettra en question au cours du jeu. La haine et la tristesse seront tellement présents dans certains joueurs qu'ils iront même jusqu'à menacer Laura Bailey, actrice et interprète de Abby, d'avoir participé à tout cela. La désignant comme responsable de tout ça, car, selon eux, elle pouvait refuser de jouer le rôle et de faire pression peut-être pour sauver la vie de Joël. J'en profite pour préciser qu'il est important de se rappeler que les œuvres sont faites par les scénaristes, que les choix nous plaisent ou non. Il est également important de rappeler qu'il ne faut pas menacer des scénaristes ou des interprètes pour ce qu'il se passe dans vos licences préférées. Parenthèse étant faite, nous touchons la conclusion de ce cycle de la haine par le refus de Abby de tuer Ellie, à la fin de sa partie de l'histoire, puisqu'elle décide de ne pas chercher à se venger pour la mort de ses amis, coupant ainsi définitivement le cycle. Mais la vraie fin se trouve dans le choix de Ellie, qui, elle, n'aura pas tourné la page. Elle ira retrouver Abby pour en finir et espérer avancer dans sa vie après cela. Mais au moment où elle pouvait en finir, après tous ces combats et épreuves vécues, Ellie relâche Abby et la laisse partir, mettant définitivement fin au cycle de la haine. Beaucoup se sont demandé pourquoi, et se le demandent peut-être même encore aujourd'hui. Mais la raison ne serait-elle pas l'autre sujet de ce jeu? En effet, The Last of Us 2 est un jeu qui traite également de la mort d'un proche et de la difficulté du deuil. Le déni tout d'abord, en voyant la scène de la mort de Joël, ne lui faisant pas réaliser ce qui se passe, et enfin son réveil, sonné et déstabilisé, est compliqué d'assimiler l'information. La phase de la colère, elle qui est présente pendant tout le jeu. Il est l'énergie principale qui guide Ellie dans sa traque sanglante, ne laissant derrière elle que mort et tristesse. Le marchandage, lui, est une phase très courte. Après le traumatisme de ce qu'elle a fait à Owen et Mel, elle accepte le plan qui est de rentrer et de ne plus chercher à venger Joël. Une forme de repentance temporaire pour se pardonner des actes qu'elle a commis et moins souffrir. Il faut y noter une autre forme de la phase du marchandage où elle propose à Abby de ne la tuer qu'elle et non les autres pour leur permettre de s'en sortir vivants. La phase de tristesse et de la dépression, eux, arrivent après son combat contre Abby. Elle tente de se reconstruire avec Dina et Gigi, mais n'y parvient pas. Son passé la hante, et elle est parfois sujette à des crises d'angoisse. Cette tristesse et cette impossibilité de tourner la page créent en elle un profond mal-être, qui, au bout d'un moment, la conduira à tout abandonner pour finir ce qu'elle a commencé en espérant l'absolution. L'acceptation, elle, arrive seulement au moment où elle peut en finir avec Abby, mais refuse et décide de la laisser partir. Elle a enfin passé les étapes et ne se sent plus obligée de se venger pour pouvoir reconstruire sa vie. Mais le deuil de Ellie ne se résume pas aux simples phases du deuil, mais sur la relation qu'elle avait avec Joël, ce qu'elle symbolisait pour elle. Dans le premier opus, Ellie parle avec Joël et lui précise « Je ne suis pas elle », parlant de la fille de Joël. Ellie est une jeune fille qui se sent seule car son entourage est mort ou bien l'a mise de côté ou laissée tomber. Joël lui rétorquera alors « Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. » Touché par la situation, lui étant toujours en deuil par rapport à sa propre fille. Cependant, Joël est la seule constante qui reste dans la vie de Ellie. Le seul qui ne l'a jamais laissé tomber, quoi qu'il se soit passé. Et la difficulté de son deuil se trouve justement ici. Dans le jeu, nous avons quelques moments qui coupent l'histoire, faire quelques petits flashbacks. La première fois étant un moment de joie entre Ellie et Joël, coupe les moments durs de la réalité, faisant passer ces moments-là comme ceux d'un doux rêve. Mais les prochains flashs nous montreront le moment où Ellie et Joël vont parler de ce qu'il s'est passé à Salt Lake, la fin du premier opus. Ellie, bien qu'ayant des doutes depuis un moment,
apprend enfin la vérité, que Joël a tué les Lucioles sur sa route et l'a sorti de l'hôpital empêchant la création du vaccin. Ellie se sent coupable d'avoir pu être la solution du monde et que finalement, rien ne se fasse, sans qu'elle puisse avoir eu le choix de se sacrifier ou non. Elle exprimera son mécontentement à Joël et lui dira qu'elle n'arrivera pas à lui pardonner. Ce différend entre les deux durera jusqu'au jour de sa mort, et la fin nous montre justement le dernier échange qu'ils ont eu tous les deux. Reparlant des événements de Salt Lake à cœur ouvert, Joël avouera que, aujourd'hui encore, s'il devait le refaire, alors il le referait sans une once d'hésitation. Ellie lui dira alors qu'elle pense ne jamais pouvoir lui pardonner, mais qu'elle aimerait bien pouvoir essayer. Cette scène déchirante laisse un simple blanc. Nous pouvons voir Joël, les larmes aux yeux, simplement ajouter « Ça serait bien. » avant de voir Ellie partir vers chez elle. Dans le premier opus, Sam posera une question à Ellie. De quoi as-tu vraiment peur? Et elle répondra Voyons voir. Les scorpions sont assez flippants. Être toute seule. J'ai peur de finir toute seule. La mort de Joël représente plusieurs choses. D'abord la perte de sa dernière attache, qui est avec elle depuis des années et sa seule constante. Mais également, Joël est mort avant qu'elle n'ait pu se réconcilier avec lui, ou même simplement pouvoir lui dire à quel point elle l'ait aimé malgré tout. La quête de la vengeance de Ellie est alimentée par la colère et la haine, certes, mais une partie de cette haine et de cette colère est dirigée vers elle-même. La fin du jeu est donc très cruelle à vivre. Sa petite amie n'est plus là. Tommy lui en veut pour ne pas avoir poursuivi la traque de Abby. Jesse est mort par sa faute. Le vaccin ne peut plus être fait. Joël est mort et le dernier souvenir qu'elle pourrait faire pour perpétuer sa mémoire, à savoir jouer de la guitare comme lui avait appris Joël, n'est plus possible puisqu'elle a perdu ses doigts nécessaires pour pouvoir jouer. Elle quitte alors sa maison et part. Et maintenant, parce qu'elle n'a pas réussi à pardonner à Joël, elle s'enfonce dans la forêt pour vivre sa plus grande peur, se retrouver toute seule. J'espère que cette vision de l'histoire de The Last of Us 2 vous aura plu, et je vous rappellerai qu'il est toujours important de dire à ses proches qu'on les aime. Et n'oubliez pas que parfois, les histoires ont peut-être un peu plus à raconter.